secrétariat technique du contrat de désendettement développement a initié ici à Abidjan un atelier de renforcement de capacité à l'intention des acteurs impliqués dans l'octroi des projets du C2D sur les procédures de passation de marché. Nous en parlerons en tout début de journal. Dans ce journal également, nous irons à Yamoussoukro où ont lieu les 16e assises de l'AGEPAR, l'association des gestionnaires et partenaires africains de la route, qui ont démarré le rôle des infrastructures routières dans l'émergence des pays africains. C'est le thème de ces assises qui vont durer 4 jours. La mission d'observation de l'UE pour l'élection présidentielle gabonaise a rendu hier lundi son rapport sur le scrutin. Dans une conférence de presse, la chef de cette mission de 73 observateurs annonce que le processus a manqué de transparence. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans cette édition. C'est au Kenya que nous nous rendons pour commencer ce journal. Au Kenya, où en marge de la conférence de la TICAD 6, les premières dames d'Afrique et du Japon ont visité un parc animalier et une unité semi-industrielle de poterie. Le reportage d'Abiba Dambélé, notre envoyé spécial à Nairobi. Au parc David Sheldrick, des éléphants, des rhinocéros, des autruches, comme on en rencontre rarement encore sur le continent africain. Les épouses des chefs d'État ont, dans un geste maternel, participé à l'alimentation des éléphantos. Au coup de sifflet de leur maître, les éléphantos sont apparus en file indienne prendre leur biberon. Des moments de complicité que ces grandes dames n'oublieront pas de sitôt. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté d'adopter un petit éléphant de 9 mois du nom de Joto. Une autruche n'a pas manqué d'attirer l'attention des First Lady. Un rhinocéros dans un enclos retiré a reçu la visite des grandes dames d'Afrique. Après ce parc animalier, les premières dames ont terminé la visite guidée conduite par leur homologue du Kenya, Mme Margaret Kenyatta, dans une unité semi-industrielle de poterie et autres produits de l'artisanat kényan, dénommée Kazuri. Les First Lady d'Afrique et du Japon ont pu apprécier le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes, du travail minutieux et une finition qui donne des couleurs aux produits colliers, boucles d'oreilles, paniers et autres produits décoratifs, avec la signature de la singularité kenyane. Une belle visite qui a marqué la fin du séjour kényan de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, le secrétariat technique du C2D, le contrat de désendettement développement, a initié un atelier de renforcement de capacité à l'intention des acteurs impliqués dans l'octroi des projets du C2D sur les procédures de passation de marché. La session ouverte ce lundi vise à aider ces acteurs à s'approprier les nouvelles dispositions réglementaires des marchés publics et à user de ces nouveaux textes dans la passation des marchés du C2D. L'enseignant Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, CEDD, 336 marchés ont été passés pour 288 milliards de francs CFA. Ces résultats obtenus de 2013 à ce jour ne peuvent cacher les difficultés dans l'exécution des projets. Ces difficultés concernent pour l'essentiel la non-maîtrise des procédures en vigueur, la définition des critères de sélection des entreprises se sont avérés bien souvent disproportionnés et fort contraignants au regard du niveau de complexité réel des acquisitions à réaliser. Cette session de formation, une opportunité pour les acteurs opérationnels. En réalité, la mise en œuvre des procédures simplifiées, qui est l'élément nouveau de la session, est exclusivement l'affaire des unités de coordination, la direction des marchés publics s'étant retirée de la gestion opérationnelle des procédures jusqu'à 300 millions de francs CFA. Il s'agit pour ces unités de terrain d'élaborer des outils de visibilité, de monter des dossiers d'appel d'offres de qualité avec des critères objectifs et non orientés. À l'expérience du passé, la partie ivoirienne se révèle déjà comme un bon élève. Merci à tous pour votre engagement dans l'exécution du C2D, dont les résultats sont désormais tangibles et importants, et qu'ils seront encore plus dans les années à venir, puisque les décaissements actuels sont de l'ordre de 300 milliards de francs CFA, pour un total des deux C2D de 1150 milliards. Il reste donc encore quelques marchés à passer. Des marchés pour lesquels le gouvernement entend élargir son portefeuille de projets.
Direction Grand Bassam, où s'est ouvert hier lundi un atelier réunissant des cadres des administrations publiques. Un atelier qui va durer 6 jours et au cours duquel les participants vont réfléchir à l'élaboration du nouveau tableau des opérations financières de l'État. Cela conformément aux directives de l'UEMOA. En effet, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, recommande à ses 8 pays membres des manuels et procédures harmonisées dans la gestion des finances publiques. Francis Boifo revient de Grand Bassam, ses explications. 6 jours pour réfléchir à l'élaboration du nouveau tableau des opérations financières de l'État, TOF. C'est un tableau synoptique qui permet d'avoir l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État. Le manuel de gestion des finances publiques comprendra le tableau des statistiques publiques, le tableau de trésorerie, le tableau des actifs et passifs financiers, le tableau de la dette à la valeur nominale. Cela, conformément aux nouvelles directives de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce nouveau cadre, une fois mis en œuvre, devrait permettre de suivre et d'évaluer l'efficacité de nos politiques fiscales et budgétaires, d'analyser la performance économique et financière de notre administration et l'impact de nos politiques fiscales et budgétaires sur les autres secteurs de l'économie. Financé par la Banque mondiale à travers le Don de gouvernance et de développement institutionnel, DGDI, l'atelier de Bassam s'oblige aussi à élaborer des supports techniques pour la négociation du prochain programme économique et financier entre l'État et le Fonds monétaire international FMI. Une mission du FMI est attendue à Abidjan du 21 au 27 septembre 2016. À Yamoussoukro, les 16e assises de l'AGEPAR, l'association des gestionnaires et partenaires africains de la route, ont démarré. Pendant 4 jours, les délégations venues de 33 pays africains vont plancher sur le rôle des infrastructures routières dans l'émergence des pays africains. Ces assises, qui marquent par ailleurs les 20 ans de l'association, ont été ouvertes par Patrick Hachi, le ministre des Infrastructures économiques. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Les pays africains membres de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR, tiennent leur 16e assise en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de 5 jours va tourner autour des efforts à consentir pour permettre à ces pays de disposer de réseaux routiers en bon état. Le thème de ces assises, rôle des infrastructures routières dans l'émergence des pays africains, est révélateur. L'émergence est un tout, dont l'atteinte passe par les infrastructures de qualité, parmi lesquelles les routes. La réalisation d'un pont pour franchir un obstacle apporte un changement inestimable dans la vie d'une communauté. Le réseau routier ivoirien, quant à lui, fait 82 000 km. Seulement 6 500 km sont bitumés. Des difficultés comme l'accès au financement, l'entretien de routes ou la réalisation de nouvelles routes bitumées sont des réalités. Toutefois, ces dernières années, le paysage routier ivoirien a connu un changement positif. Nous avons 6 500 bitumés. Et nous comptons en bitumer d'ici 2020 près d'1 millier de kilomètres supplémentaires. Et nous allons renforcer 4 500 kilomètres existants déjà, mais que nous allons réhabiliter, renouveler complètement. L'exemple de la Côte d'Ivoire va faire école durant ces 16e assises de l'AGEPAR. Je peux dire que ce que je vois depuis la dernière fois que j'étais ici, ça montre vraiment qu'il y a un dynamisme dans les infrastructures routières. Et ça doit inspirer d'autres pays à pouvoir mettre en place des politiques dans ce sens-là pour le développement des routes dans nos pays. Le ministre des Infrastructures économiques de Côte d'Ivoire, à l'ouverture des travaux, a partagé la vision du gouvernement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la volonté politique est claire et affichée, non seulement d'aller à l'émergence, mais de considérer que le secteur du développement des infrastructures routières est un facteur clé de cette émergence. Des ateliers et des exposés vont meubler ces 16e assises de l'AGEPAR qui vont s'achever le 1er septembre. On les retrouve partout dans nos rues, sur les grandes voies de la ville. En tout cas, partout où ils peuvent faire de bonnes affaires. Eux, ce sont ces vendeurs ambulants qui rendent difficile la circulation, perturbant des fois la quiétude des automobilistes. Si eux soutiennent qu'ils ne font rien de mal et qu'ils sont simplement à la recherche de leur pain quotidien, les autorités, elles, insistent sur une chose, le commerce sauvage est interdit. Davis Royo, Franck Quadio. Les rues de la commune du Plateau n'ont plus aucun secret pour Xavier. 18 ans, cet élève, nouveau bachelier, exerce chaque grande vacances l'activité de vendeur ambulant et ce depuis l'âge de 13 ans.
Chaque vacances, je suis ici pour vendre mes classeurs, pour pouvoir aider mes parents. Les porte-documents, l'essentiel de la marchandise de Xavier. Ils sont plusieurs à exercer cette activité. La clientèle dit apprécier la disponibilité des diverses marchandises. Certains font un commerce réel, ils achètent en gros, ils viennent, ils revendent. Quand vous promenez, l'article vous plaît, vous la prenez. Des articles divers et variés. Des ceintures, des téléphones portables, des mouchoirs papier, entre autres vendus sur la chaussée. Au feu tricolore, de quoi perturber, selon certains, le trafic routier. Une fois le feu est vert, bon, tu es là, tu es concentré sur lui. Bon, il y a des voitures qui klaxonnent derrière toi, qui peuvent paniquer et puis cogner les voitures qui sont devant toi. C'est un risque qu'ils prennent parce que parmi lui, je ferai imprudent. Si vous le voyez, il y a des chauffeurs imprudents. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire un effort de les évacuer parce que ce n'est pas prudent. Des griefs auxquels s'ajoutent des accusations de vol. Mon petit frère, en tout cas, ça lui, ça l'est arrivé une fois. Il était au volant, puis il avait son portable à côté. Il y a un qui était là, en même temps, l'autre a pris le portable et est parti. Pour nombreux, ce sont certains éléments de matériel qui a été soit volés, et puis qui sont vendus rapidement sur le marché noir. Il y a tout ça, il y a trop de risques en fait. Et puis quand il n'est pas bon, c'est-à-dire quand ça ne répond pas à nos attentes, on a perdu, puis on ne peut plus les retrouver. Vous savez que dans toute profession qu'on exerce, il y a des brebis galeuses. Il y a certaines personnes qui abusent et puis profitent surtout des heures où les syndicats sont partis pour voler les gens. Mais ce n'est pas une pratique courante, c'est un fait très rare. Parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes là, mais vous n'avez pas entendu voleur, 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 voleur. Qu'à cela ne tienne, pour l'autorité, il faut mettre de l'ordre. Dans le jargon du ministère du Commerce, ce type d'activité est appelé commerce sauvage ou paracommercialisme. Sa pratique est interdite. Le 20 septembre 2013 est intervenue une ordonnance et qui par la suite a été ratifiée par la loi 2013-877 du 23 décembre 2013. Effectivement, dans cette ordonnance, il est posé un principe, c'est-à-dire le principe de l'interdiction de la vente sauvage ou paracommercialisme. Ce terme aussi concerne aussi bien la vente ambulante. Voilà, donc, c'est dire que cette disposition est prévue dans l'ordonnance et en même temps, l'ordonnance aussi pose le principe de l'interdiction de cette forme de vente. Des décisions déjà traduites en actes, certaines grandes voies comme ce carrefour à Atekoubé débarrassées des vendeurs ambulants. Des vendeurs ambulants qui espèrent une relocalisation formelle afin d'exercer légalement l'activité de commerce. La rédaction de RTI 1 vous invite à suivre ce soir un focus sur le foncier rural, les problèmes qui en découlent et les solutions engagées par le gouvernement pour y faire face. Le foncier rural, quelles solutions? Je vous en propose un extrait. Sur la côte ouest de l'Afrique, un pays, la Côte d'Ivoire. 322 462 km². Le pays compte 23 millions d'habitants selon le dernier recensement de la population, RGPH 2014. Le pays regorge de potentialités économiques. 16 millions d'hectares de forêt en 1960. 50 ans plus tard, il n'en resterait plus que 2 millions. Un couvert végétal rudement éprouvé par l'action de l'homme, l'agriculture étant la force motrice de l'industrie du pays. Devant la raréfaction du couvert végétal et l'explosion démographique que connaît le pays, des litiges, des querelles naissent dans plusieurs régions du pays, poussant dans bien des cas les populations à l'affrontement. Origine de ces dissensions, la question du foncier rural. Le foncier rural, quelle solution? Vous pourrez le voir en intégralité ce soir à 20h50 sur RTI 1. Les handicapés de la région de Lamé veulent se prendre entièrement en charge. Pour y arriver, ils ont décidé de s'investir dans la production des denrées alimentaires. L'initiative est de la Fédération pour l'insertion sociale des handicapés de la région et elle est soutenue par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Honorine Agnégori Astoutouré. Se prendre en charge et lutter contre la pauvreté, c'est ce qui justifie l'initiative prise par la Fédération pour l'insertion sociale des handicapés de la région de Lamé, FICHME.
Il s'agit pour elle d'entreprendre dans le domaine agricole, particulièrement dans la production de produits vivriers. Selon le président de la FICHME, cette initiative leur permettra d'engranger des revenus et créer un fonds d'aide afin de diversifier leurs activités. Nous avons eu par l'entremise d'une famille qui nous a fait la parcelle de plus de 1,5 hectare que nous exploitons. Et donc, en février, nous avons commencé les pépinières. Conduite par le secrétaire général de la préfecture d'Azopé, une délégation composée de responsables de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et du conseil régional s'est rendue sur les parcelles cultivées pour s'imprégner des réalités des handicapés. Pour atteindre leurs objectifs, ils entendent acquérir des motopompes, des tricycles pour évacuer leurs produits. Créée en 2014, la FICHME est composée de 5 associations. Elle revendique plus de 1600 membres. Le partage est basé sur l'amour. Chacun doit s'approprier cette vertu car elle renforce les liens. Ces mots sont de la Fondation mondiale du partage. Ils ont été prononcés ce week-end lors d'une conférence de presse organisée par la Fondation dans le but de sensibiliser les populations sur l'importance du partage. Éric Goré, reportage. Le partage, une action de solidarité qui contribue au développement d'une société. Selon plusieurs structures œuvrant dans le domaine humanitaire, partager le peu qu'on a est un acte divin. Chacun doit, en ce qui le concerne, être disponible à partager son bien matériel, ses pensées, sa bonne humeur, son bonheur autour de lui, a expliqué le président de la Fondation du partage au cours d'une conférence de presse. Notons que le partage est fils de l'amour et l'amour lui-même est le moteur du partage. Personne ne peut partager s'il n'aime pas. Cette notion n'est pas inconnue des populations ivoiriennes. Le partage, c'est d'abord le vivre ensemble. Sur le plan religieux, il y a plus de joie à donner, c'est-à-dire à partager qu'à recevoir. Le partage, c'est donner à l'autre sans rien de demander en retour. C'est donner avec amour, avec joie. Si les populations ont une idée claire du partage, sa mise en application n'est pas toujours respectée, a ajouté le conférencier. C'est pourquoi il veut étendre sa sensibilisation dans toute la Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays afin d'inculquer aux populations cette action humanitaire. Le comité local de la salubrité de la zone 9 de Cocody a été installé samedi dernier par la représentante de la ministre de la Communication, marraine de la cérémonie. L'objectif est d'assainir et débarrasser la commune des ordures. L'initiative est du ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Issaïeo Aboussanogo. Le ministère de la salubrité urbaine et de l'assainissement en guerre contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, il vient d'initier un projet pilote d'installation de comités locaux de la salubrité à Abidjan. Balais à manche, brouettes, cache-nez, poubelles moyenne capacité sont entre autres le matériel offert au comité local de la salubrité de la zone 9 de la commune de Cocody pour embellir sa surface de compétence. Nous promettons agir pour la propreté de notre cité, mais au-delà de notre cité, agir pour la propreté dans la zone 9. Agir contre l'incivisme parce que si aujourd'hui les villes et communes de la Côte d'Ivoire sont sales, c'est le fait donc de l'incivisme. Cocody doit retrouver son lustre d'antan en matière de propreté. L'opération qui vient d'être lancée est pérenne selon le représentant de Anne Ouloto. Quant à la représentante du ministre de la Communication, marraine de la cérémonie, elle exhorte toute la population à s'approprier le projet. L'intérêt, c'est d'amener toutes nos populations à changer de comportement en matière de salubrité, pour amener l'Ivoirien à un comportement nouveau, un comportement éco-citoyen. Madame la ministre a voulu bien mettre en place ces différents comités que nous voyons dans la durabilité. L'assainissement et l'embellissement de notre cadre de vie est un facteur important pour notre bien-être et pour l'épanouissement de nos enfants. Aussi, je voudrais vous exhorter, vous, habitants, à apporter votre pierre à l'édifice en facilitant la tâche aux membres du comité local de salubrité pour la réussite de cette opération commune. L'installation des comités locaux de la salubrité qui vient de démarrer par la commune de Cocody va s'étendre aux autres communes du pays.
La Côte d'Ivoire ambitionne être autosuffisante en protéines animales. La Fédération nationale des producteurs de bovins est en tournée dans les zones de production du bovin. L'objectif est d'organiser les acteurs pour la professionnalisation du secteur en vue d'une production de qualité en faisant fi des querelles comme récemment entre éleveurs et agriculteurs. Soro Corona, Kwadio Kwame de la station régionale RTI Boaké. La Côte d'Ivoire veut améliorer le secteur de l'élevage, faisant ainsi un pas significatif vers l'autosuffisance en matière de protéines animales. En 2014, la production en viande bovine, ovine et caprine s'est limitée à environ 70 000 tonnes. Les besoins du pays s'élèvent à plus de 262 000 tonnes, selon les données récentes. Pour une production locale de qualité, l'État ivoirien a mis en place un plan stratégique 2012-2020, plan pour faire passer le taux de production locale de 30 à 60%. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire investit le terrain pour l'atteinte de cet objectif. Elle a initié une tournée à travers le pays. Objectif, sensibiliser les producteurs de bovins sur la vision du président de la République, Alassane Ouattara, en matière de production animale. De Touba à Dianra, en passant par Wadinou, les coordinations locales de la fédération ont été installées. Mission assignée à ces coordinations de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire, le recensement des bouviers, des propriétaires de parcs et la formation des acteurs de l'élevage moderne. Dans ces 3 localités, les acteurs de la filière bétail souhaitent l'amélioration des races locales, un accès plus aisé aux fonds de garantie du secteur, un accès plus important aux intrants, au crédit et à la formation. La question des récurrents conflits agriculteurs-éleveurs a occupé une place importante dans les débats. Dans la commune de Yopougon, ici à Abidjan, le maire dévoile quelques futurs projets de développement de sa cité. Gilbert Kone-Kafana annonce entre autres la construction d'un mall en face de l'espace Fik-Gayo et d'un marché de gros. Les détails avec Serge Collier. Le développement local au cœur des échanges entre le maire Kone-Kafana et la communauté Sénoufo vivant à Yopougon. Les enjeux des chantiers ouverts depuis 3 ans et ceux à venir ont été expliqués à l'assistance. Le deuxième grand projet, c'est le marché à côté de GESCO. Vous en avez entendu parler, où nous voulons faire un marché de détail et un marché de gros. Ce sera le plus grand marché de notre pays. Ce marché sera sur 7 hectares, en espérant que les travaux vont pouvoir commencer d'ici fin 2017. Au-delà des grands travaux initiés, la mairie de Yopougon s'attelle également à moderniser son administration. Les instructions que j'ai données, c'est que lorsque vous venez pour légaliser un document à la mairie, vous n'avez pas besoin d'aller et revenir, sauf si vous avez une course à faire. Vous attendez, on vous délivre le papier, on le signe, et puis vous repartez chez vous. Les débats ont pris fin par les questions liées à la cohésion sociale entre les différentes communautés vivant à Yopougon. Il faut qu'il y ait la cohésion, parce que si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas prétendre rassembler les autres. Cet échange avec la communauté Sénoufo met un terme à la série de rencontres initiées depuis 1 an par Gilbert Kone-Kafana et les différentes communautés ethniques de Yopougon. L'objectif était de leur expliquer sa vision du développement de la commune. Un mot de littérature à présent. Marcel Gaudy a dédicacé cette semaine sa première œuvre romanesque. Une vie violée, c'est le nom, comporte 103 pages. Le roman sensibilise sur les méfaits de la politique dans le pays en développement. Méchanceté, calomnie, trahison sont entre autres les thèmes qui y sont abordés. Aurélia Drokula, Issa Yeo et Herman Niamie. Un roman politique pour décrire les conséquences d'une crise dans un État. L'œuvre Une vie volée, écrite par Marcel Gaudy, retrace la vie d'un cadre d'une entreprise pétrolière victime des turpitudes des hommes politiques. À travers cet ouvrage, l'auteur montre que la politique est un monde sans pitié où tous les coups sont permis.
Au travers de ce livre-là, je montre comment quelqu'un arrive à bâtir sa vie et du jour au lendemain, à cause d'une mauvaise politique faite dans un pays, on retombe à néant, à zéro. Nous pouvons faire une politique sans s'autodétruire. L'intérêt du pays doit être d'abord choisi et non nos intérêts personnels. Pour l'éditeur, une telle œuvre peut jouer un grand rôle dans la cohésion des fils et filles d'une même nation. C'est une œuvre, c'est vrai, de fiction, mais qui est basée sur des faits réels, sur des réalités que nous vivons. Mais l'essentiel, c'est de permettre à chacun de nous de passer d'un stade à un autre stade et qui apportera en final la réconciliation, le pardon et en même temps le vivre ensemble. Le livre Une vie volée, 103 pages dont la dédicace a eu lieu à Cocody, éveille les consciences sur les méfaits d'une politique mal menée. À Bleulequin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les populations, grâce aux actions du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, ont décidé de refermer définitivement la parenthèse de la crise post-électorale qui les a secoués. Les chefs du canton Gbo, regroupant les 11 villages du département, ont décidé de parler d'une seule voix. Ils viennent d'introniser un chef central pour garantir leur unité. Nous, chefs des villages, nous faisons ici allégeance à notre valeureux chef du canton. Nous préservons notre tradition et nous nous inscrivons dans la droite ligne de l'État qui veut consolider le pouvoir de la chefferie traditionnelle. Étienne Nyonsian est le tout nouveau chef du canton Gbo à Bleulequin. Après la douloureuse crise post-électorale qu'a connue le département, il a été choisi à l'unanimité des 11 chefs de village du canton pour garantir l'unité et consolider la paix retrouvée. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est de mettre la population ensemble afin que la cohésion sociale existe réellement. Elle permet aussi d'avoir moralement et psychiquement de savoir qu'on a un chef. Et quand on a un chef, la discipline commence à s'installer et à régler les conflits internes. Au nom de toute la communauté malinké de Bleulequin, la communauté Akan, la communauté Senoufo, la communauté Yakouba, nous souhaitons un très bon mandat au nouveau chef de canton. Nous prions que ce mandat soit couronné de paix, de réconciliation, de bonheur, de prospérité pour le département de Bleulequin. Bleulequin connaît aujourd'hui une relative accalmie, une paix chèrement acquise grâce notamment aux actions du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes qui, à plusieurs reprises, a remis des chèques aux ayants droit des victimes de la crise qui a secoué le département. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité et toujours dans le but de renforcer la cohésion sociale et la paix à travers l'action culturelle, le Conseil régional du Cavali organise comme chaque année un festival de masques glaés dans l'un des départements de la région. Pour cette édition 2016, c'est Bleulequin qui a abrité le festival. Masokone, Honorina Nigori. Des masques, des rythmes et des danses, c'est l'ambiance qui a prévalu à Théoun, village situé dans le département de Bleulequin, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils étaient au nombre de 35, ces masques venus des 4 départements de la région du Cavali, prendre part au Festival des masques, initié par le Conseil régional. Au dit du commissaire général du festival, cette initiative a pour but de restaurer la cohésion sociale, de promouvoir et de valoriser la culture. Le ministre Dagobert Banzio, président du conseil régional du Cavali, n'a pas manqué de rappeler les actions de portée culturelle initiées sous sa houlette. Venu apporter son soutien, le président du conseil régional du Tonkwi, Mela Woi, a salué l'initiative et prôné la valorisation de la culture dans la société à travers les régions. Pour le représentant du parrain de cette édition, Aoussou Jano, c'est un symbole fort de notre culture qui doit absolument être honoré toutefois que l'occasion est donnée. Après 6 jours de chant et de danse, le festival a pris fin par une conférence dite par le professeur Zon Loti sur le rôle du masque dans la société. On ouvre à présent la page religion de ce journal. Le dimanche dernier, les fidèles chrétiens de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire ont célébré le 50e de leur église. À travers cette célébration qui avait pour cadre l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, les fidèles ont fait le bilan des 50 années passées et le point des perspectives. Herman Yamia.
1966-2016, cela fait 50 ans que l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est présente sur le sol ivoirien. 50 ans d'évangélisation, d'implantation et de croissance que les fidèles de cette communauté religieuse entendent fêter pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour son omniprésence dans toutes les actions que l'église a menées jusqu'à ce jour. Nous sommes venus célébrer Dieu pour sa fidélité envers son peuple et aussi à travers son peuple envers toute la nation. Remercier également le Seigneur pour toutes les bénédictions, toutes les grâces qu'il nous a faites et nous a accordées tout au long de ces 50 années. La célébration de ce jubilé d'or a enregistré la présence de dizaines de milliers de fidèles de l'église Pentecôte à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori, parmi lesquels de hautes personnalités de l'église au niveau international, dont le directeur des missions internationales, l'apôtre Emmanuel Gessi Ado, et aussi le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambi. En 50 ans de présence en Côte d'Ivoire, l'église de Pentecôte a grandi. Elle est aujourd'hui subdivisée en 20 secteurs pour 157 districts et 994 églises avec un effectif de plus de 85 000 fidèles baptisés. L'église qui tend à s'accroître davantage veut s'offrir un nouveau siège et un hôpital à la dimension de ses œuvres. La pose des premières pierres des 2 édifices a mobilisé plusieurs fidèles à Angré dans la commune de Cocody. La mission d'observation de l'UE pour l'élection présidentielle gabonaise a rendu hier lundi son rapport sur le scrutin. Dans une conférence de presse, la chef de cette mission de 73 observateurs, Maria Gabriel, n'a pas fait de détour pour dénoncer un processus opaque. Selon elle, l'accès aux médias a aussi été fortement déséquilibré en faveur du président Bongo. Le rapport dit que la campagne du camp présidentiel a bénéficié d'un financement nettement supérieur aux autres candidats, notamment grâce à une sous-réglementation. La recommandation principale de Maria Gabriel est que la commission électorale publie les résultats bureau par bureau. Les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir coordonné les secours d'environ 6500 migrants au large de la Libye hier lundi. C'est l'une des journées les plus chargées de ces dernières années. Les gardes-côtes redoutent une nouvelle affluence record ce mardi dans cette zone de la Méditerranée. Les secouristes sont intervenus auprès de 40 embarcations de fortune. Parmi ces migrants se trouvaient de nombreux bébés et enfants, dont un nouveau-né de 5 jours. Plus de 13 000 personnes ont été secourus en moins d'une semaine fin mai, 8 300 en 5 jours début août. Le président américain Barack Obama rencontrera dimanche en Chine son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la situation en Syrie où le conflit a encore gagné en complexité avec l'intervention turque. Lors de cette rencontre en marge du sommet du G20 de Hangzhou, les 2 dirigeants aborderont la campagne contre le groupe État islamique et la nécessité de rester unis. Le Pentagone a jugé que les affrontements entre la Turquie et les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis en Syrie était inacceptable, appelant toutes les parties à cesser les combats. Ankara, quant à elle, considère les forces kurdes syriennes comme des organisations terroristes. Avant de nous quitter, sachez que la rédaction de RTI 1 vous invite à suivre ce soir un focus sur le foncier rural, les problèmes qui en découlent et les solutions engagées par le gouvernement pour y faire face. Le foncier rural, quelle solution? C'est ce soir à 20h50 sur RTI 1. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.